Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de beaucoup de choses. Ça va être pêle-mêle, je crois. Nous allons parler, entre autres, de ce qui vient d'arriver au début de cette vidéo, quand j'ai frappé des mains comme ça. Bon, d'habitude, je coupe cette section. Mais je fais ça avant chaque vidéo et on va en parler de pourquoi je fais ça avant chaque vidéo. Bon, nous allons en parler. Je viens d'avoir, wow, toute une journée. Je viens d'avoir une rencontre avec quelqu'un qui a duré plus de 2 heures. 2 heures et quart, je crois. Et ensuite, j'ai eu une autre rencontre surprise avec quelqu'un d'autre à laquelle je ne m'attendais pas. Et donc, j'ai parlé pendant plus de 3 heures, je crois. Waouh, c'est intense. C'est pour ça que les lumières sont allumées. C'était toute une journée. Et là, waouh, j'ai la tête pleine. Beaucoup de thèmes émergent. Comme je le dis souvent, plus je vous parle, plus j'ai de feedback. Donc, je crois qu'il va falloir faire 2 vidéos parce que c'est 2 rencontres totalement opposées avec des contrastes et des choses à tirer complètement différentes. Donc, commençons par la première rencontre. Qu'est-ce qui est ressorti? Je parle avec quelqu'un qui est au début du processus. Et ça, des fois, les gens n'aiment pas entendre ça. Tu vois, mais ça fait plusieurs mois, je suis encore au début. Et c'est un thème qui émerge beaucoup. Il ne faut pas se comparer aux autres. Très important de ne pas se comparer aux autres. En général, dans la vie, c'est un bon conseil. Mais surtout dans le reconditionnement de la douleur. Il ne faut absolument pas se comparer aux autres. Cette personne-là, ça a pris 2 mois. Cette personne-là, ça a pris 4 mois. Cette personne-là, ça a pris 1 an et 4 mois. Ce n'est pas important la durée. Et un jour, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les symptômes peuvent rester aussi longtemps qu'ils le veulent. Ils ne sont pas dangereux. Et vous êtes obsédé par le temps parce que vous croyez encore que les symptômes sont dangereux. Dès qu'on ne croit plus que les symptômes sont dangereux, la question de temps devient totalement inimportante. Une fois qu'on, vraiment, pas qu'on comprend le concept intellectuellement, mais qu'on le ressent dans notre corps, waouh, la douleur n'est pas dangereuse, le temps devient inimportant. Et là, si vous dites, non, non, je sais que la douleur n'est pas dangereuse, mais que vous focussez encore sur le temps, ça vous démontre dans un sens que vous avez peur de la douleur, parce que moi, c'est mon expérience et c'est l'expérience de beaucoup de gens quand j'écoute les témoignages. Le moment où on réalise que, vraiment, là, pas intellectuellement, dans nos tripes, que la douleur n'est pas dangereuse, ça ne nous dérange plus que la douleur reste ou s'en va. On dit la douleur peut bien rester le reste de ma vie, ça ne me dérange pas, parce que c'est pas dangereux. Et c'est là, paradoxalement, que la douleur commence à s'en aller. Quand on ne veut plus s'en débarrasser, c'est là qu'elle s'en va. C'est un paradoxe, c'est comme ça. Donc cette personne-là est au début du processus, et là, on parlait, c'est ça, de l'exposition graduelle. C'est difficile au début, en termes comportementaux, de s'exposer de plus en plus quand l'activité physique déclenche des 8 et des 9. Que fait-on? Et là, de plus en plus, surtout avec cette personne-là, j'essaie de me remettre au début. Comme j'expliquais, c'est un phénomène très bien étudié en psychologie. Quand on fait quelque chose, on a tendance à se rappeler de la fin. Et là, moi, je parle souvent de jogger, de faire de la nage, de la bicyclette. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'était à la fin. Et j'essaie de me remettre dans l'esprit du début. Quand j'étais chez moi, que je pleurais à longueur de journée en me tordant les mains de douleur. Je n'étais pas capable de m'asseoir. Je n'étais pas capable d'être debout. Je n'étais pas capable de faire de l'exercice. J'ai mal quand je reste assis. J'ai mal quand je bouge. Qu'est-ce que je fais? Une attrape 22, une attrape 222, 2022, 2222. Que fais-je? Là, j'essayais de me remettre vraiment au début du processus. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas un discours habituel dans le reconditionnement de la douleur. Si vous n'êtes exposé qu'à ma chaîne, peut-être que vous n'avez pas une bonne idée de ce qu'est le reconditionnement de la douleur en général et ce qu'est un discours moyen et ce qu'est un discours un peu de périphérie. Et là, ce que je vais vous dire, c'est ça que je voulais vous avertir, ce n'est pas
le discours moyen qu'on entend dans le reconditionnement de la douleur. C'est mon expérience personnelle. Et c'est ça que je vous conseille de faire vraiment, d'expérimenter, d'être créatif et de suivre les conseils des gens, oui, mais de réaliser que chacun va avoir un parcours différent, unique. C'est un thème qui va revenir, ça. Tout le monde est différent, tout le monde est unique. Et moi, quand j'avais beaucoup de difficultés à m'exposer à l'activité physique, ça déclenchait des 8, ça déclenchait des 9. Je me suis remis au début de mon processus. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais des repérages somatiques de plus en plus longs. C'est comme ça que je m'exposais. L'hiver ici, c'est glacé. La neige, la glace est tellement inégale. Et moi, quand je marchais sur le sol inégal, j'avais l'impression que mes aines se déchiraient. Et donc, au début, je marchais dans un centre d'achat pour que tous mes pas soient égaux, pour que mes pieds ne soient jamais à un angle. Il y a des journées que je ne pouvais marcher que 5, 10, 15 minutes, et là, ma jambe bloquait. Et là, je m'assoyais, je faisais un repérage somatique dans le centre d'achat et je focusais sur les sons ambiants et je me disais que j'étais chanceux d'être à la chaleur alors qu'il faisait froid dehors. Mais j'avais beaucoup de difficultés avec l'activité physique. Et donc, j'allais dans le sauna chez moi et je faisais des repérages somatiques de plus en plus longs. Et il y a une minuterie sur le sauna. Et donc, je sais que j'ai déjà fait un repérage somatique de 45 minutes. J'ai déjà fait ça. C'était pas mon premier, évidemment. Je m'exposais graduellement à la douleur, pas de façon comportementale. Au début, j'avais beaucoup de misère à marcher dans un centre d'achat où le plancher est totalement plat. Donc, je m'exposais à la douleur comme ça, en termes de repérage somatique, somatiquement. Graduellement, j'augmentais la quantité de temps de mes repérages somatiques. J'allais dans le sauna, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Je m'assoyais et j'avais surtout mal à l'aine gauche. Et là, mon aine gauche faisait des choses vraiment absolument incroyables. Une de mes grosses douleurs était le trapèze droit. Le trapèze droit restait là en place. C'était tendu, c'était brûlant, c'était lourd, mais ça ne sortait pas de la peau. Mon aine gauche sortait de ma peau, ça c'est la peau de ma cuisse, et faisait toutes sortes de tourbillons et de culbutes comme ça dans l'air. Et je m'assoyais comme ça dans le sauna. Et ce qui a ressorti dans la session aussi, c'est que cette personne-là écoute mes repérages somatiques et dit, il y a quelque chose qui me rebiffe dans tes repérages somatiques, c'est quand tu dis aimer la douleur, aimer les symptômes. Du très bon feedback. Peut-être que je vais arrêter de le dire parce que j'ai reçu ce commentaire déjà que c'est trop. Au début, aimer la douleur. Aimer la douleur. Impossible. C'est possible, mais ça prend de la pratique. Ça m'a pris des mois à me rendre là. Et là, je vais être totalement honnête avec vous. Si j'avais un 9 là, en ce moment, je serais très inconfortable. Je ne suis pas sûr que je préfère un repérage somatique et que j'aimerais la douleur. Je suis un peu hors de pratique. Je manque de pratique. Mais je suis confiant que je pourrais me repratiquer et devenir confortable à nouveau avec des 9. Mais je vous comprends. Drette là, en ce moment, tu me donnes un 9, là, pas sûr que je gérerais ça avec grâce. Donc je compatis. Mais j'ai arrêté de dire d'aimer les symptômes. Et moi, j'ai réussi à me rendre là. Mais ça m'a pris de la pratique. C'est ça, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Donc j'étais dans le sauna et mon aine gauche faisait toutes sortes de tourbillons vraiment bizarres. Et j'ai décidé d'utiliser un autre mot que d'aimer. J'ai décidé de trouver ça intéressant. Je m'assoyais, curiosité, c'est un mot qu'on entend souvent, et j'ai décidé de voir ça comme un aurore boréale ou des feux d'artifice, un phénomène neutre, dans un sens qui ne me concerne pas, mais que je trouve intéressant. C'est intéressant de voir une aurore boréale, ce qu'on pourrait dire même que j'aime regarder des aurores boréales, des feux d'artifice.
c'est intéressant. J'ai décidé de trouver ce qui se passait dans mon aine intéressant. Et là, je m'exposais comme ça graduellement à la douleur. J'ai des repérages somatiques 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et je ne sais pas si j'ai déjà fait 1 heure, mais je sais que j'ai déjà fait 45 minutes à cause de la minuterie du sauna. Donc ça, ce n'est pas un discours qu'on entend souvent dans le reconditionnement à la douleur, faire des repérages somatiques de 45 minutes, mais moi, je l'ai fait. Quelque chose d'autre qui a émergé de la session, c'est que, et ça émerge de plus en plus, quand on écoute des repérages somatiques, des fois on trouve « Ah, j'aime cet aspect de lui, mais j'aime pas ça. J'aime cet aspect de elle, mais j'aime moins ça. » Et ça continue comme ça. Et ce que je peux vous dire, il n'y a qu'une seule personne, surtout quand on l'écoute audio, c'est ça que je veux dire. Il n'y a qu'une personne qui peut faire le repérage somatique parfait pour vous, et c'est vous. Et ça, c'est vrai dans tout le reconditionnement de la douleur. Il n'y a qu'une personne qui sait quoi faire pour éliminer votre douleur, et c'est vous. Les gens externes ne peuvent que vous donner des pistes, des indices, vous mettre la puce à l'oreille. Il n'y a qu'une seule personne qui peut éliminer votre douleur, c'est vous. Il n'y a une seule personne qui peut créer de façon audio le repérage somatique parfait pour vous, c'est vous-même. Pas si vous n'avez pas entendu beaucoup, mais quand vous allez commencer à en entendre de plusieurs sources, vous avez une bonne idée de ce qui fonctionne, ce qui pourrait fonctionner pour vous-même. Donc, soyez créatifs, faites vos propres repérages somatiques. Maintenant, tout le monde a les outils, évidemment, pour faire nos propres repérages somatiques. On peut le faire avec notre propre voix, ou comme lui disait, on peut écrire, et là, c'est une voix autre, neutre, qui va faire le repérage somatique que vous avez composé pour vous. Et lui, il dit qu'il demande même à ChatGPT de lui donner des informations sur le TMS, et ça le rassure. Qu'est-ce qui a émergé d'autre? Un thème que je n'ai jamais abordé et qui a émergé. Là, lui, il a des migraines, et il avait peur de l'aspect génétique. L'aspect génétique de la migraine. Et là, je lui ai conseillé un livre, et j'ai regardé, et il existe en français. Ça s'appelle La biologie des croyances, si je ne m'abuse, sinon je vais mettre le bon titre ici, de Bruce Lipton. J'en profite, hein, c'est rare les livres traduits en français. Je vous conseille ce livre. Quand on a peur que quelque chose est génétique, c'est très important de comprendre le concept d'épigénétique. Il y a un pourcentage de conditions qui sont carrément génétiques, c'est-à-dire vous avez un certain gène, vous avez certains gènes, ça veut dire que vous allez avoir une maladie. C'est assuré, le lien est direct. Mais ce pourcentage est très très bas. Le pourcentage des maladies génétiques est extrêmement bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est le concept de l'expression génétique, et ça, vous pouvez trouver. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que j'essaie de parler de choses qui sont le reconditionnement de la douleur dont les autres personnes ne parlent pas. Et ça, vous pouvez trouver de l'information très facilement là-dessus sur YouTube. Moi, je vous conseille ce livre. Mais vous allez voir que ce qui est important, c'est le concept de l'expression génétique. Donc, l'environnement, ce qu'on mange, nos pensées, nos émotions et comme nous dit Bruce Lipton, nos croyances influencent l'expression de nos gènes. C'est très important de comprendre ça, parce qu'on en parle beaucoup dans le reconditionnement de la douleur. La croyance, l'influence de la croyance sur le neuroplastique. Mais là, ça va encore plus loin. On parle de l'influence de la croyance sur l'expression de nos gènes. Donc, c'est pas comme si on avait des gènes et que ça veut dire qu'ils vont nécessairement influencer notre biologie de façon à ce qu'on ne peut pas la modifier. L'environnement, ce qu'on mange, ce qu'on pense, nos émotions, ce qu'on croit, influencent l'expression de nos gènes, actives, désactives. Donc, explorez ça si c'est une de vos inquiétudes. Bruce Lipton a écrit un excellent livre sur le sujet. Nos croyances influencent grandement notre biologie. Donc, je voulais vous mettre la puce à l'oreille là-dessus parce que j'ai vérifié pendant la rencontre si ce livre-là est traduit en français. Quelque chose d'autre qui a émergé aussi et dont je ne parle pas souvent, c'est Candace Pert.
Et ça, c'est peut-être plus important que j'en parle parce que elle, son livre Molecules of Emotion n'est pas traduit en français. Et donc, peut-être que je peux m'attarder un peu plus là-dessus. Qui est Candace Pert? C'est une personne très importante dans l'histoire de la science. Elle s'est blessée un jour. Elle était à l'hôpital. Et là, non seulement elle avait mal au corps, mais elle s'inquiétait de son mari et de son enfant. « Oh non, je suis blessée, qu'est-ce qui va arriver? Mon mari, mon enfant sont privés de ma présence. » Et là, ils lui ont donné un dérivé de la morphine. Et elle se sentait tellement bien, elle n'avait plus mal au corps et elle se foutait complètement de son mari et de son enfant. Je suis bien là, je m'en fous. Candace Pert. Et donc, elle était au début de sa carrière scientifique et c'était une spéculation à ce moment-là s'il y avait des récepteurs sur les cellules. Et donc, elle s'est mise à chercher le récepteur de la morphine. Elle l'a trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que elle était une femme et elle travaillait avec des hommes. Et lorsqu'il était le temps de faire la nomination pour un prix prestigieux qui mène au prix Nobel, où il ne faut qu'être 3 pour être en nomination, les 3 hommes ont été mis en nomination, mais pas elle. Elle aurait pu se taire, mais elle a fait du grabuge. Et là, les gens lui ont fait sentir, ça va nuire à ta carrière scientifique. Prends ton trou. Hein, les hommes vont recevoir le prix Nobel, et là, ils vont te récompenser, ils vont te donner du travail. Non, non, non. Elle a insisté. Ça lui a causé des problèmes dans sa carrière. J'en parle parce que c'est ça, la douleur chronique, qu'ils nous disent, la classique personnalité T. C'est quelqu'un qui aurait pris son trou, qui ne se serait pas imposé. Il faut s'imposer. Le livre de Candace Pert nous montre vraiment la place des femmes dans notre société. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que, si ce n'est pas génétique, si ce n'est pas biologique, pourquoi est-ce que c'est majoritairement des femmes qui ont la fibromyalgie? Posez-vous cette question. Et elle ne s'en est pas laissée imposer, elle a pris sa place. C'est elle qui a découvert, entre autres, le récepteur de la morphine. Et là, ils se sont dit, s'il y a des récepteurs pour la morphine, il n'y a pas des récepteurs pour une substance externe. Ça veut dire que nous avons une sorte de morphine interne. Et là, ils ont découvert, justement, il y a eu une bataille pour le mot, mais on va l'appeler comme ça, ils ont découvert l'endorphine. C'est ce qu'on pourrait appeler ça des molécules messagères dans notre corps. Il y a les peptides, par exemple, les neuropeptides. Et donc, l'endorphine, c'est la morphine endogène à notre corps. Donc, c'est très important de comprendre que dans notre corps, il y a des accélérateurs de douleur et il y a des inhibiteurs de douleur. Il y a des choses qui vont freiner la douleur. Donc, on n'a pas besoin de morphine externe. Nous avons notre propre morphine interne. Wow! Et Candace, elle a écrit un livre en français, je crois que ça s'intitule « Comment se sentir divinement bien ». Mais c'est ça, nos émotions ont une grosse influence sur la sécrétion comme ça des inhibiteurs de douleur. Donc c'est une piste intéressante pour vous. Nous avons notre propre morphine interne. Et avant, les scientifiques voyaient le corps comme étant tout séparé. Nous avons le système endocrinien, nous avons le système nerveux, nous avons le système sanguin, nous avons le système immunitaire. Et ils étaient tous dans des silos comme ça, séparés. Et ils ne comprenaient pas comment tous ces systèmes pouvaient interagir les uns entre les autres. Et là, lorsqu'on a découvert ces fameuses molécules messagères, nous avons vu que tous ces systèmes, évidemment, sont en interconnexion et en communication constante. Constante. Donc la répression émotionnelle, elle nous dit, n'est pas bonne. Il faut laisser nos émotions s'exprimer. Et il faut cultiver des états émotionnels qui sont propices à la sécrétion d'inhibiteurs de douleur. Nous avons toute cette pharmacie interne qui est activée d'ailleurs par l'effet placebo. Ça, j'en parle souvent, étudier l'effet placebo. Wow, nous approchons de 20 minutes. Qu'est-ce qui a émergé d'autre dans la session?
nous avons parlé de programmation neuro-linguistique, d'où le « bon ». Moi, je lui expliquais que comme Lily... Ah oui, c'est ça, on a parlé de Lily Rhodes. Parlons de ça avant, parce que c'est pour ça que ça a émergé. Lily Rhodes nous dit au début de son livre, en 45 jours. Et moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, je vais parler de ce livre, mais je vais l'adresser, le 45 jours. C'est Lily, franchement, il ne faut pas dire ça aux gens. Comment vont-ils se sentir journée 46, quand leur douleur va être encore là? J'avais voulu l'adresser, mais là, lisez le livre au complet. À la fin, ce n'est pas ça le message. Elle dit, et maintenant que vous avez reçu 45 jours d'outils, lesquels allez-vous utiliser? Lesquels sont vos préférés pour la suite de votre parcours? Donc, elle ne dit pas que vous allez pouvoir éliminer votre douleur en 45 jours. Je vais vraiment clarifier ça. Et elle parle de tellement d'outils. Elle parlait de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Et moi, j'en ai fait ça. Et j'écoutais beaucoup de vidéos de programmation neuro-linguistique en parallèle au reconditionnement de la douleur. Donc, je voulais vous en parler. C'est très intéressant. J'écoutais principalement moi, Damon Cart en anglais, et lui, il disait qu'il avait essayé, il était très déprimé, il avait essayé la psychothérapie traditionnelle. Ça n'avait jamais fonctionné pour lui, et dès qu'il a trouvé la programmation neuro-linguistique, boum, tout a débloqué dans sa vie. Tout le monde est différent, lui, c'est ça qui a fonctionné. La PNL n'est pas intéressée à aller fouiller dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père, avec votre mère? Vous avez un objectif. Comment pouvez-vous l'atteindre? Et moi, c'est ça, j'étais rétabli. Je considérais que je n'avais plus de douleur chronique. J'ai fait une introduction à la PNL et j'ai des douleurs qui sont remontées durant la formation. Aïe, 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 je faisais beaucoup de nage. Et là, j'avais des douleurs au cou. J'étais un peu encore... c'était facile pour moi de tomber dans le piège structurel. Ah, je fais beaucoup de nage, peut-être pour ça que j'ai mal au cou. Non, non, non. La PNL, il a fallu que je parle. Je suis très gêné. Il a fallu que je parle devant des gens. Je tremblais un peu. Et là, je voulais faire des vidéos YouTube à cette époque, mais je voyais ça comme une montagne. Une grosse montagne à franchir. Et je procrastinais sans cesse. Et eux, ils m'ont appris à briser la montagne en petits morceaux. Télécharge un programme pour faire le montage de tes vidéos. Apprends comment faire une vidéo. Brise ça en petits morceaux. Et là, de plus en plus, je réalisais que je n'avais plus d'excuses pour procrastiner. Il y avait des gestes concrets que je pouvais faire dès le lendemain pour commencer à m'approcher de mon objectif de faire des vidéos. Et ça a augmenté la peur en moi. Et j'ai eu des symptômes. Ça, c'était après que je me considérais guéri ou que j'avais éliminé les symptômes. Donc, on en parlait avec Lily Rhodes, et elle disait, mais c'est pas clair quand ces symptômes s'en viennent, s'en vont. C'est jamais clair. C'est jamais clair. Mais à cette époque-là, quand je faisais la PNL, je ne considère pas que c'était chronique. C'est resté pendant la durée du séminaire, c'est-à-dire un peu avant et un peu après, c'est-à-dire 4 jours. J'ai eu mal au cou pendant 4-5 jours. Je ne considère pas que c'est chronique. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour les gens de parler de quand la douleur est partie à 100%. C'est des fenêtres qui deviennent de plus en plus grandes, sans douleur. Et ce n'était pas parce que je faisais beaucoup de nage que j'avais mal au cou, c'était parce que la PNL me faisait confronter des grosses peurs. Et dans la PNL, moi, mon outil préféré, c'est le recadrage, mais il y a aussi l'ancrage. Donc, c'est ça que je fais au début de la vidéo quand je fais « bon ». C'est un geste que j'ai associé dans mon esprit avec le début de la vidéo et ça me met dans le mood. Ça me met dans un mood où je me dis « je suis capable ». Je suis confiant. Ça fait longtemps que je fais des vidéos. Je sais comment faire des vidéos. Bon. L'ancrage est une très bonne technique pour se sentir dans un certain état d'esprit pour accomplir une tâche. Le recadrage est excellent aussi. Si vous vous trouvez paresseux, par exemple, vous pouvez dire « Non, je suis judicieux dans le choix de mes activités. » Donc, wow, une vidéo de 25 minutes, c'est assez. D'autres choses ont émergé. C'était une session de 2h15. Quelque chose qui a émergé, c'est vraiment le plus de ne pas se comparer aux autres. Il ne faut absolument pas se comparer aux autres. Vous avez des défis uniques.
Ça, on pourrait dire c'est le côté négatif. Moi, je ne verrais pas ça comme ça. Vous avez des challenges, des défis uniques qui font que vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça également? Ça, c'est peut-être un recadrage. Vous avez des qualités uniques aussi qui vont faire, quand vous allez éliminer la douleur, que vous allez pouvoir aider les autres d'une manière toute particulière. Et personne d'autre ne pourrait aider les gens de la même manière que vous pourriez aider les gens. Vous avez des défis uniques, vous avez des qualités uniques. Ça va prendre le temps que ça prend. Et de plus en plus, vous allez réaliser que ce n'est pas important combien de temps la douleur reste. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dangereuse.